Bonjour et bienvenue au podcast Next Level, le podcast qui nous parle de la psychologie de la performance, autant chez les artistes que chez les athlètes. Mon nom est Claude Beaulieu, je suis psychologue, coach, conférencier, animateur de podcast et créateur de contenu. Aujourd'hui, dans cet épisode, on reçoit quelqu'un de la région du Nord-Ouest qui est à la fois un pionnier, qui a apporté un nouveau sport dans notre région. On parle du Ultimate Frisbee. Donc, c'est un sport qui gagne beaucoup en popularité, qui a beaucoup évolué. Donc, Manuel va nous parler un petit peu de l'évolution de ce sport-là. Il va nous parler un petit peu de sa carrière à lui. Donc, c'est quand même un athlète hyper impressionnant. Il parle, si on fait le décompte, là, 168 tournois au total. C'est du tournoi. Il a fait 10 fois des tournois internationaux. Donc, faire partie de l'équipe canadienne pour aller 10 fois jouer contre plein d'autres pays. Il a fait 18 fois des championnats nationaux, quand même. 3 tournois régionaux. Donc, il nous parle un petit peu de son aventure, de ces moments magiques-là où il a remporté la médaille d'or à l'international, mais aussi des moments crève-cœur où ça a été un peu plus difficile. C'est un athlète qui a fait d'autres sports aussi, donc on a bien ri là, lorsqu'il nous a parlé d'un certain sport qu'il a pratiqué, qui est le hockey de fond de piscine. Il a pratiqué du water polo, il a pratiqué donc du judo, ceinture noire en judo. Donc, on va en parler un petit peu. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment son mindset. Donc, on a beaucoup à apprendre de Manuel. J'adore son mindset. Un mindset de fonceur, un mindset positif, pas beaucoup de blocage psychologique. Il va vraiment transformer les situations toujours pour apprendre ou se développer ou foncer. Puis, c'est vraiment remarquable. Donc, super épisode. Accrochez-vous. Vous voulez en apprendre plus sur le Ultimate Frisbee, c'est l'occasion. Vous voulez en apprendre plus sur un mindset solide. Manuel nous en parle. Donc, accrochez-vous. Ça risque d'être super intéressant. Ce podcast vous est présenté par la Fondation Élan Jeunesse. Donc, c'est notre commanditaire officiel pour la saison 1 du podcast. Donc, on est vraiment content, vraiment excité de les avoir avec nous. Donc, vous allez voir tout au long de la saison, on va parler de ce qu'ils font pour notre communauté, ce qu'ils font pour notre jeunesse. Ils sont présents un peu partout. Je ne vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute, vous allez voir, on va en parler un petit peu plus à mi-session. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois un master. Mais pas un master d'arts martiaux ou un gourou. C'est un athlète international qui a pratiqué pendant longtemps le Ultimate Frisbee, qui le pratique encore d'ailleurs. Vous le connaissez. Donc, c'est quelqu'un qui est passionné de ce sport-là, qui a même participé au développement du sport dans notre région. J'ai vraiment hâte d'en apprendre sur ses expériences parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Puis, de voir un petit peu aussi l'aspect mental de la performance parce que le podcast porte un peu là-dessus. Mais Manuel Lamontagne, bienvenue au podcast Next Level. Merci pour l'invitation. Super. Écoute, on parle souvent de différents sports. Le sport de l'Ultimate Frisbee passe des fois inaperçu. On entend de plus en plus parler. Mais ça me tenait à cœur là, de t'avoir parce que on réalise vraiment l'athlète que tu es parce que, en toute humilité, là, je sais que tu es très humble, mais tu as fait quand même beaucoup de compétitions. Oui, quand même. Puis, tu sais, avant que le podcast débute, tu me disais une dizaine internationale. Oui. Puis 18, pas 8, 18. Nationaux. Oui. Fait que, tu sais, si on regarde, là, c'est qui les athlètes qui ont fait 10 tournois internationaux, puis 18 nationaux? Il n'y en a pas tant que ça, là. Fait que, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est super impressionnant. Comment ça a rentré dans ta vie, ce sport-là? C'est pur hasard. J'étais aux études à l'Université Laval pour mon doctorat.
Ma copine de l'époque, elle, était originaire de Vancouver. Puis c'est elle qui a vu l'annonce sur le babillard du pavillon sportif. Puis il y avait un couple qui arrivait du Japon, une Québécoise qui était mariée avec un Japonais, qui avait mis une annonce. Puis ma copine qui connaissait le sport m'a dit « Hey, tu t'aimerais ça? » Fait que la semaine suivante, je me suis présenté à la clinique, puis ils nous ont présenté ça. Je suis comme « Ah, OK, c'est correct. » Je me suis donné une autre chance pour y retourner la semaine d'après. Puis là, c'était plaisant, puis c'était le fun. Puis ça a commencé comme ça, par pur hasard. Puis tu rencontres du nouveau monde. Puis après ça, ben, veux pas, à force de pratiquer, ben, pendant une certaine période de temps, ben là, tu as le goût de faire des compétitions, puis de voir ben, où est-ce que tu es rendu. Fait que on a démarré comme ça. À tes débuts, y avait-tu déjà là, de la compétition puis tout ça, ou c'était plus comme on pratiquait le sport par plaisir ou... Ben, j'ai débuté en 94, puis mes premières compétitions, c'est en 96. OK. Fait qu'on a été 2 ans vraiment à apprendre le sport, puis à se retrouver là, sur les plaines d'Abraham, puis à être regardé bizarrement par tout le monde là, qui pense là, qu'on... Parce que le frisbee, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, on se lance le disque. Oui, puis là, tu as l'image de quelqu'un qui est sur la plage, là, puis qui lance le disque, puis qui s'amuse, ou l'autre qui a son chien qui ramène le disque. Là. Mais non, là, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas le sport, généralement, c'est un terrain, de la longueur d'un terrain de soccer, OK. un petit peu plus étroit, 40 mètres de largeur. Puis ça ressemble à un terrain de football parce qu'il y a 2 zones de but à chaque extrémité. Fait que le but, c'est vraiment il y a un lancer d'engagement. Donc, les 2 équipes sont sur les 2 lignes de but. Il y a une équipe qui fait un lancer d'engagement. L'équipe qui reçoit est à l'offensive. Puis, à l'aide de passes, sans l'échapper, sans se faire intercepter, doit l'amener dans la zone de but opposée pour marquer un point. Fait que ça, c'est le jeu. Puis là, ben, c'est 7 joueurs contre 7 autres joueurs. Fait que tu cours beaucoup. C'est du sprint, jogging, sprint à nouveau. Ça prend quand même pas mal d'habileté pour, oui, lancer, mais c'est pas vraiment ça qui est difficile à acquérir avec le temps. Là, c'est plus la vision du jeu, la coordination entre les joueurs pour avoir un bon timing là, entre le lancer, la course, puis... À ton impression, ça ressemble plus au football sans les plaquages ou au soccer? C'est un mélange de tout, hein. Ça ressemble au football américain à cause des longues passes, des grandes courses. Ça ressemble au soccer à cause que là, on va changer de direction de côté de terrain rapidement avec le disque. On va revenir en arrière, on revient en avant. Ça ressemble à ça. Le basket, à cause du pied de pivot. Au basket, par contre, on a le droit au pic, alors qu'au Ultimate, on n'a pas le droit de faire d'obstruction. Puis, en fait, le nom vient un peu, justement, en blague, là, c'est que c'est prendre les meilleurs éléments de chacun des sports pour faire le sport ultime. Là. Ultimate Frisbee. Ouais. Okay. Puis si je me trompe pas, quand tu as le disque, tu peux pas courir avec. Tu peux pas courir, tu dois arrêter le plus rapidement possible sans changer de direction. Puis là, s'il y a un marqueur adverse sur toi, il va compter. Là, tu as 10 secondes pour faire une passe. OK. Parle-moi des particularités, parce que j'ai pratiqué le sport quelques années, puis il y a certaines particularités à ce sport-là qu'on ne retrouve peut-être pas dans les autres sports, parce que tu me dis, il y a plusieurs choses qu'on retrouve dans les autres sports, mais il y a certaines particularités qu'on ne retrouve pas dans les autres sports, puis ça serait quoi? Ce qui frappe en premier, c'est l'absence d'arbitre. OK. Bien, en fait, on dit qu'il n'y a pas d'arbitre, mais chaque joueur est arbitre. Donc, il y a 14 arbitres sur le terrain. Chaque joueur, c'est de l'auto-arbitrage. Et là, les règles sont faites en sorte que tu ne peux pas vraiment profiter, caler des fautes pour rien, parce que ça retourne toujours au lanceur. Fait que les règles sont faites en sorte que pour avancer le jeu, ils n'ont pas nuire et tu ne gagnes pas à appeler des fautes pour rien, pour retarder le jeu parce que tu ne prends pas possession du disque si tu es à la défensive. Donc, le sport est vraiment spécial à cause de ça.
C'est certain que dans certains championnats nationaux, comme canadiens ou américains, il y a toujours pas d'arbitre, mais il va y avoir des observateurs OK. qui sont là pour aider. Ils vont trancher sur certaines choses où ils vont aider les joueurs à interpréter les règles et à prendre la décision. Donc, même si c'est un championnat canadien ou un championnat international, il n'y a toujours pas d'arbitre, mais l'observateur est présent pour aider à prendre des décisions. Puis on a le même type de personne. Lui, on l'appelle facilitateur pour les Jeux de l'Acadie. Lui, il est vraiment là pour aider les jeunes parce qu'ils commencent à jouer. Puis ils ne connaissent pas toutes les subtilités des règles. Donc là, c'est vraiment pour faciliter le jeu puis accélérer. Là. Je me pose la question, quelqu'un qui s'initie au sport, qui est habitué au mode compétitif, puis que c'est les arbitres qui tranchent, puis tout ça, est-ce que c'est difficile au départ là, pour ces jeunes-là de faire l'arbitre, puis de pas chicaner entre eux autres? En fait, ils sont surpris, puis souvent, ils n'appellent pas de faute. Ils vont subir une faute, ils vont se faire soit accrocher, bloquer, puis là, ils n'appellent pas de faute parce que d'habitude, c'est quelqu'un d'autre qui va l'appeler. Okay. Puis là, le jeu se poursuit, puis il revient sur le banc, puis là, je me suis fait accrocher. Puis, mais pourquoi tu n'as pas appris la faute? C'est vrai. Puis là, il réalise. Ça prend quand même quelques parties là, avant de réaliser que c'est la personne qui subit la faute qui doit appeler. Si moi, ça peut être sans faire exprès, je vais, t'as le disque, tu veux lancer, puis je t'accroche, puis je t'empêche de faire un bon lancer. Même si je sais que j'ai fait la faute, c'est pas à moi à l'appeler. Okay. C'est vraiment la personne qui subit la faute qui doit l'appeler. Parce que peut-être que je t'ai touché, mais ça t'a pas nui. C'est toujours une question de perception. Là. C'est la personne à qui ça nuit qui doit oui, c'est ça. le dire. Puis des fois, il y a des équipes... j'ai joué contre des équipes, surtout de l'Alberta, eux autres, ils étaient très physiques. Le jeu entre Est du Canada puis l'Ouest canadien, là, c'est très différent. L'Ouest canadien, c'est très physique. Il va y avoir beaucoup de contacts. Puis je me souviens, il y avait un joueur d'une équipe de l'Alberta. Tu sais, je cours, j'attrape le disque, puis systématiquement, il n'y a pas de chance d'avoir le disque, mais il y avait toujours un contact qui nous rentrait dedans. Puis l'idée, c'était de nous forcer à appeler une faute. Fait que le jeu arrête. Puis là, mon coéquipier, il doit s'arrêter aussi de courir. Puis là, ça ralentit le jeu, puis ça évite d'avoir des... longues passes ou des... Une passe, puis d'avoir un échappé. Fait que des fois, tu dis, oui, j'ai un contact, mais je n'appellerai pas la faute parce que je perds le momentum. Tu vas nuire à mon équipe ou... C'est ça. Fait que faut être conscient de ça. Fait qu'il y a de la stratégie, là. Oui, il y a de la stratégie. Mais c'est quand même rare là, que les gens vont faire des contacts pour faire du contact. Là. C'est pas... il y a une question de respect de l'autre joueur. Là. Puis, est-ce que toi, tu dois savoir, mais d'où ça vient cette idée-là de ne pas avoir d'arbitre? Tu sais, dans l'historique un peu du développement de ce sport-là, comment c'est arrivé de dire on va faire nos propres arbitres? Je sais pas. Je sais pas. J'imagine que c'est comme un jeu qu'on commence dans une cour de récréation, puis on s'invente un sport. Ça évolue, puis... Puis là, on fait besoin d'arbitre. Puis... Ouais. Okay. Fait que j'imagine que c'est un peu ça qui est arrivé, puis ça a resté un peu marginal. Non, on continue comme ça. Puis même, tu sais, quand on regarde des vieilles photos, des vieux vidéos des premières équipes, c'était des gens qui arrivaient au tournoi, prenaient une canne de peinture, puis peinturaient leur chandail, puis OK, c'est notre équipe, on commence à jouer. Mais là, on n'est plus là. Là, c'est vraiment des équipes avec le kit, short, t-shirt, à l'effigie de l'équipe, les numéros, les noms. On est-tu rendu à des équipes professionnelles? On a des équipes professionnelles. On est rendu là. Ça a démarré avec plusieurs équipes américaines, quelques équipes canadiennes. On a une équipe de Montréal, le Royal de Montréal. Il y a une équipe à Toronto, il y en a une autre à Vancouver. Puis là, ils ont un petit circuit là, de compétition. Ils ont modifié un peu les règles, justement, pour accélérer le jeu,
au niveau de la télévision, là, que ce soit plus facile là, de... Donc, on est rendu qu'il y a des joueurs qui reçoivent un salaire pour jouer. Ouais, ils ramassent un salaire, mais ils ne gagneront pas leur vie avec Non, ça. Là. c'est ça, OK. Ça Mais reste c'est quand même un niveau qu'on peut dire professionnel. C'est un niveau professionnel, c'est ça. OK, intéressant. Donc, ça a vraiment évolué. Comment on est passé d'un joueur de l'Université Laval qui va participer à quelques sessions puis qui finit par s'inscrire à représenter le Canada? C'est toujours des concours de circonstances. OK. On est allé... Au tout début, il faut comprendre, là, il y a très peu de tournois. Il faut faire beaucoup de routes pour participer à des tournois. Mes premiers tournois, là, mon premier, c'était à Fredericton, intérieur, en plein hiver. Après ça, on a été à Montréal et au Maine. Fait que mes trois Ça, t'étais-tu encore pour Laval? J'étais encore à Québec. Puis là, on se promenait. Puis l'année suivante, ben, c'était encore là, Ottawa, Guelph. C'est loin, Guelph, là. C'est dans le nord de l'Ontario. Fait que, tu sais, on faisait beaucoup de routes. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, c'est les championnats canadiens dans l'Est. » Parce que ça alterne toujours, là, Est-Ouest. Et puis là, ben, on avait une opportunité. Puis, en 98, oui, c'est ça, on a participé au championnat canadien pour la première fois. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes, donc on n'a pas besoin d'avoir de qualification régionale. On était acceptés, puis on se présentait pour les championnats canadiens. On a moyennement bien performé, mais c'est correct, là, c'était une très belle expérience. J'ai eu 2 ou 3 autres championnats canadiens. Puis à un moment donné, on est à Ottawa, un tournoi championnat, une participation mixte. C'était la première fois qu'il y avait une équipe, une division mixte. Et il y a une femme de Montréal qui nous approche, puis elle demande « Hey, ça vous intéresserait-tu? Il y a un tournoi en Italie. » Puis là, ben, ah oui, pourquoi pas. Fait que, mais ça n'a pas fonctionné avec elle. Mais ça a piqué notre curiosité. Allumer l'étincelle. Puis là, on s'est dit, tabarouette, on peut compétitionner ailleurs. C'est possible, là. Fait que là, on a fait des démarches, on a pris des contacts. Puis là, ça a pris 2 ans, là, parce que là, il fallait être sur une liste d'attente, il fallait obtenir des points. Plus tu participais à des tournois, tu obtenais des points. Si tu gagnais l'esprit sportif, tu obtenais des points aussi supplémentaires. Puis, si tu participais à des tournois sur sable, tu obtenais d'autres points. Parce que le tournoi en Italie, c'était sur plage. Et puis, en 2001, on a participé pour la première fois. Dans notre division mixte, on remporte l'esprit sportif. Donc ça, c'est une reconnaissance par toutes les autres équipes. Donc, tu compétitionnes pour gagner le tournoi, finir premier, mais tu compétitionnes aussi pour le meilleur esprit du jeu. C'est un peu particulier avec le sport, c'est que là, étant donné qu'il n'y a pas d'arbitre, tu dois respecter les règles, tu dois respecter l'adversaire. Ça rentre dans l'esprit du jeu. Donc, si tu demandes un bon esprit, les autres équipes vont voter pour toi. Et c'est comme ça qu'on a gagné le meilleur esprit sportif à Paganello, en Italie, pour la première fois, en 2001. Et en gagnant ça, on était automatiquement réinvité l'année suivante. On a retourné une deuxième fois. Puis là, on a amélioré notre classement. Là, on a retourné. En 2003, il n'y a pas été. En 2004, on a été réaccepté à nouveau pour compétitionner. On remporte à nouveau le meilleur esprit sportif. Puis là, on est réinvité en 2005. 2005, je pense qu'on a fini 2e encore avec l'esprit sportif. On a failli être réinvité. Mais là, après 4 fois en Italie, là, ça commençait à faire de l'argent. Là, puis on a dit non. C'était assez pour l'Italie. On voulait passer à autre chose. Puis ces tournois-là, en Italie, ont fait en sorte que j'avais 4 années d'expérience internationale. Puis en 2007, c'est là que j'ai eu ma première occasion de représenter le Canada au championnat du monde sur plage au Brésil. C'est que là, c'était ouvert. Il y avait différentes catégories.
Puis moi, j'ai participé dans la catégorie maître, 35 ans et plus. Puis là, c'est ça, on envoyait notre CV. L'avantage, c'est que nous, dans l'Est, avec Palm Beach puis l'Italie, on avait tellement d'expérience sur sable que ça fait en sorte là, que quand même plusieurs joueurs de mon équipe, quand j'étais à Québec ou à Edmundston, qui a fait en sorte qu'on a pu participer au Brésil. Et puis à partir de là, ben, ça a déboulé. Là. Okay. Après une première expérience, mais là, ça rouvre des portes. Puis... C'est ça. Raconte-moi un petit peu le feeling. Tu sais, parce que tu as été à l'international, mais là, de dire je représente le Canada. Est-ce qu'il y a un feeling spécial ou est-ce que ça. J'imagine de représenter le Canada, c'est spécial. Là, tu sais. Fait que toi, tu l'as vécu comment, ça, cette expérience-là, de dire c'est un sport qui me passionne et qui m'intéresse, mais je représente le Canada? Je me souviens plus de la deuxième occasion au Portugal, en 2017, où là, c'était plus important. La première fois, c'est trippant, là, c'est le fun, mais j'ai pas un bon souvenir de ce premier tournoi-là à l'international. C'est bizarre parce que on avait une équipe pour aller loin, puis en demi-finale, on a perdu contre l'Angleterre, puis ça m'avait choqué parce qu'on les avait rencontrés dans la ronde préliminaire, puis on les avait facilement battus, mais durant la demi-finale, on s'était fait avoir, puis on n'avait pas bien joué, puis je me souviens de cette défaite-là qui était amère, alors qu'on aurait dû les battre. Je me souviens même pas contre qui. On a gagné la médaille de bronze, mais je me souviens même pas contre quelle équipe. Je me souviens juste qu'on a perdu la demi-finale. Fait que ça m'a laissé comme un goût amer. J'étais content d'être au Brésil. J'étais content de représenter le Canada, mais je reste avec un goût comme... Les souvenirs sont teintés de cette défaite-là qui était... On a mal joué. Alors qu'au Portugal, là, ben, c'était particulier parce que là, je faisais du judo. Puis là, ben, veux pas, là, je joue au frisbee, je m'entraînais avec le judo, j'étais en forme. Puis, j'étais arrivé au Portugal, puis j'ai repensé au Brésil, puis j'ai dit non, je vais être zen. Puis, je me souviens, premier matin, on se rencontre pour faire le premier exercice de réchauffement, tout ça, avec l'équipe. Là. Il n'y avait pas encore de partie, mais on faisait du réchauffement, puis j'ai regardé le paysage, puis là, je me suis dit, non, je suis bien. OK. Puis là, ça a super bien été. Ça a été un super de tournoi, autant pour l'équipe que personnellement, j'ai très bien joué. Je pense que c'est mon meilleur tournoi où j'ai pas eu d'erreur personnelle, autant de lancer ou d'attraper. Là. Puis, encore là, la demi-finale, là, c'était contre l'Autriche. Ils nous avaient battus dans la ronde préliminaire. Puis là, dans la demi-finale, là, on donne tout. Là. Puis là, on s'échange les points. Là. On prend l'avance de 2 points. Serré. Ils prennent l'avance par 2 points. On prend l'avance. On s'échangeait les points comme ça. Puis à la fin, il ne restait plus beaucoup de temps. Puis on arrive à remonter de 2 points, puis on les égalise. Puis là, ça va en prolongation. Et c'est, comme on venait de marquer, c'est eux qui reçoivent, c'est eux qui ont l'avantage d'être à l'offensive. Fait que là, petit temps mort avant d'aller en prolongation, puis un petit pep talk du capitaine, puis on donne tout. Puis tabarouette, on va chercher la game. Ça a été incroyable. Là c'était une différente émotion. Là. Oui, une émotion là, vraiment forte parce que là, tu as tout donné pour aller chercher une partie qui était pas à ton avantage à la fin. Là. Puis après ça, ben, on a été en finale contre les Américains. On a très bien joué, mais on était déclassés. Là. L'équipe américaine était vraiment très forte. Là. Mais ça fait rien. J'ai un souvenir agréable de cette partie-là, même si on s'est fait battre là, facilement. Fait une médaille d'argent. Oui. Puis une expérience incroyable. Oui. Oui. Alors que des fois, tu dis, ben,
on le voit avec les Jeux olympiques, là, comme au hockey, tu as la médaille d'argent, tu amènes des confites, alors que nous, c'était pas ça. Là. On savait que l'or était inatteignable. Mais ce que tu as vécu avec le bronze, ça, c'était un peu ça. C'est ça. Quand même, une médaille de bronze, c'est quand même c'est... à l'international. Oui. Mais il y avait un bémol, là. Oui, parce que la satisfaction d'avoir bien joué n'était pas là. Puis tout le long, moi, ça ne me dérange pas de perdre, mais je veux que l'équipe, puis personnellement aussi, qu'on veut performer. Fait que c'est... Puis, tu sais, on est une petite région, fait que moi, je ne suis pas d'une équipe, j'ai pas d'équipe locale pour compétitionner partout, là. Je dois toujours m'insérer avec d'autres équipes pour pouvoir compétitionner. Fait que c'est pas évident parce que là, il faut que tu t'adaptes au style de jeu de la majorité, puis arriver à performer. C'est pas la même performance que si tu es une équipe qui est vraiment organisée. Un exemple, je suis au championnat sur plage américain à Virginia Beach. Je suis avec l'équipe Borderline, c'est une équipe canado-américaine. On est 17 joueurs. Sur 17 joueurs, on provient de 15 villes différentes. Puis là, on rencontre une équipe de Chicago. Eux, là, 2 mois avant, ils ont fait des essais pour aller à cette compétition-là. Ils étaient 90 à se présenter pour faire les essais. Puis sur les 90, ils en prenaient 15 à 17, là. Puis ils sont de la même ville, puis là, ils s'entraînent 2-3 fois semaine ensemble. Ils se connaissent. Fait que tu peux pas compétitionner contre ce bassin de joueurs-là qui est important aux États-Unis quand tu arrives d'une petite région. Oui, je suis chanceux parce que j'ai pu m'intégrer dans différentes équipes puis aller à des compétitions nationales et internationales, mais il y a toujours ce désavantage-là de la distance. Puis Dans les grands centres, il y a plus de population. C'est ça. La sélection, ça devient un peu injuste comparé aux petits centres ou aux régions. J'avais justement une question en lien avec ça, de dire quelqu'un d'Edmundston, comment fait pour s'entraîner puis arriver à être à la coche là, pour jouer au niveau international? Parce que là, on a, tu sais, en termes d'entraînement, il faut que tu joues avec des gens d'un certain niveau puis d'un certain âge pour être dans ton groupe d'âge. Comment on fait ça? Bien, souvent, il va y avoir des tournois préparatoires. Donc, on vise un tournoi avant la compétition internationale, un tournoi local. Fait que là, tous les joueurs de l'équipe se rejoignent à ce tournoi-là, la majorité. Puis là, on va développer des affinités entre les joueurs. Mais il reste que c'est quand même un défi, puis c'est toujours un ajustement. Parce que tu joues dans la ligue, tu prends des mauvais plis parce que il n'y a pas de défensive, il n'y a pas d'intensité. Ou il va y avoir de l'intensité, mais ça ne sera pas... C'est pas au même niveau. C'est pas le même niveau. Puis en termes d'expérience non plus. Non. Fait que là, quand tu arrives d'un tournoi international, le premier match, souvent, la veille ou quelques jours avant, on se déplace à l'avance aussi pour pouvoir faire des exercices d'équipe pour essayer de développer ce timing-là entre les joueurs. Mais c'est certain que il faut que tu t'adaptes, il faut que tu sois polyvalent parce que sinon, là, les premiers matchs sont critiques là, pour ça. Là, puis on le voit là, parce qu'on s'améliore toujours. Plus le tournoi avance, plus la cohésion est là, puis plus on performe en tant qu'équipe. Puis d'une année à l'autre, est-ce que tu viens rejouer un peu avec les mêmes joueurs? Puis là, on s'est connus de l'année d'avant ou de 2 années avant. Puis là, finalement, c'est plus facile d'avoir la cohésion parce qu'on se connaît un peu des autres compétitions auparavant. Oui. Okay. Fait que là, dernièrement, là, moi, je joue avec une équipe de Toronto, Soup. Puis là, ça fait déjà 3 ans qu'on joue ensemble, puis on fait différents tournois. Fait que c'est relativement le même noyau, des gens de Toronto, Ottawa, mais il y a des gens de Montréal, il y a moi dans l'Est du Canada qui se joint à l'équipe. Des fois, il y a des 2-3 joueurs américains qui peuvent se joindre à nous. Fait que là, on a une bonne cohésion, là. Okay. Fait que ça, c'est plaisant. Ça, c'est le fun parce que là, quand tu te retrouves, tu retrouves ça, là. Oui, puis, tu sais, tantôt, tu me demandais comment est-ce qu'on fait pour arriver dans des équipes pour aller à l'international. À un moment donné, tu fais des tournois, puis là, il y a quelqu'un qui cherche un joueur parce qu'il en manque un pour compléter son équipe.
Puis là, il t'appelle, puis là, tu dis oui. Puis là, ben, tu rencontres d'autres joueurs. Puis lui, il organise une autre équipe pour un autre tournoi. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai bâti mon réseau de connaissances de joueurs. Puis ben, c'est ça, en participant à différents tournois, avec la même équipe et avec d'autres équipes, ben c'est ça, Fait qu'en osant, Oui, joindre une équipe parce qu'il manque un joueur, ça ouvre des opportunités. Puis là, de fil en aiguille, ben, on avance. c'est ça. On le sait, les études, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de doute, des moments où la pression est forte, où le chemin semble long, parfois même incertain. Mais dans tout ça, il existe des lueurs d'espoir. Les bourses de la Fondation Elle en jeunesse, ce n'est pas juste un soutien financier, c'est un message clair. On croit en toi. C'est un coup de pouce qui peut faire toute la différence, qui peut permettre à quelqu'un de continuer à l'université et puis un jour peut-être devenir médecin ou ingénieur ou même, qui sait, peut-être artiste. La Fondation, elle agit à plusieurs niveaux. Elle soutient, elle propulse, elle inspire. Et moi, je suis vraiment fier de dire qu'elle soutient le podcast Next Level et qu'elle a permis à ce jour de réaliser 10 épisodes. 10 histoires, 10 parcours, 10 sources d'inspiration pour notre communauté. Parce qu'au final, quand on investit dans les gens, on change des trajectoires. Et ça, c'est puissant. Merci Elle en jeunesse. Fait que c'est la même chose un peu peut-être, je pense que c'est un point important là, pour les gens de voir que ben, en osant, puis en créant des connexions, puis en osant essayer, ben, ça peut nous ouvrir différentes portes. Là, Ouais, 2 exemples. Un championnat canadien à Ottawa. C'est ma conjointe qui va au championnat canadien. Elle est avec une équipe. Moi, j'ai pas d'équipe, mais je me déplace avec elle. Puis là, on parle des années 90, début 2000. Là. À cette heure, on pourrait plus faire ça. Là. Moi, j'amène mes souliers à crampons. Puis je m'en vais sur le terrain. Puis je me promène d'équipe en équipe. Puis je me dis, ils vont manquer un joueur. Puis là, il y a une équipe maître du Manitoba qui dit, puis là, il lui manque des joueurs. Il commence dans 5 minutes. La moitié de l'équipe n'est pas arrivée. Puis il dit, t'as-tu tes crampons? Je dis oui, viens-t'en. Puis là, comme ça, c'est le pur hasard, là. Fait que j'ai commencé à jouer avec eux autres. J'ai fait 2 autres tournois avec eux. Puis ça a été incroyable. Moi, j'adore ça. Mais maintenant, tu pourrais plus faire ça. La star, là, faut... Il y a mettons, un alignement. T'as un alignement, faut que tu payes longtemps à l'avance. Puis, Mais ce que j'aime, c'est ce côté-là. C'est toi qui te promenais d'équipe en équipe pour te demander. Comprends-tu? Des fois, on est trop réservé, ou on n'ose pas, ou on a peur de la critique ou du jugement, ou peu importe. Puis, je trouve ça intéressant de voir que ça peut faire une différence. D'oser demander ou d'oser s'essayer. Je trouve que c'est inspirant, là, ce genre d'attitude-là. Là. Puis ça s'applique dans d'autres sports aussi, là, de dire « j'ose aller dans un camp d'entraînement ». Oui. Puis de dire « ben écoute, là, je ne serai pas chez nous », puis mais... Puis il faut accepter aussi que tu n'auras pas le rôle principal dans l'équipe, là, parce que tu arrives pour boucher les trous. Là. Ben, ça prend de l'humilité. Ça prend de l'humilité de dire, je me joins à une autre équipe, puis je vais m'adapter, puis je vais prendre ma place tranquillement, là, Fait que je trouve qu'en termes d'attitude, c'est intéressant, là, ce que tu parles de. Étant donné que moi, je suis d'Edmundston, puis j'ai fallu que je joue avec plusieurs autres équipes, bien souvent, c'est ce qui arrivait, c'est que quand tu arrives dans une équipe comme outsider, bien, les premières parties, tu n'es pas trop impliqué. Tu joues, là, mais tu sais, t'es pas le premier à être appelé pour embarquer sur un jeu. Mais plus le tournoi avance, c'est dur physiquement, là, parce que là, tu as 3 à 4 parties par jour sur 2 à 3 jours, tout dépendant, là, si c'est un championnat canadien ou un tournoi local. Mais plus le tournoi avance, moins tu as de joueurs, parce qu'il y a plus de joueurs qui se blessent. Fait que moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'au début, la première ou deuxième partie, je n'étais pas trop impliqué. Mais plus le tournoi avançait, plus j'étais impliqué parce que moi, j'étais en forme. Les autres tombaient au combat, cheville tordue ou peu importe. Puis là, j'arrivais à bien performer plus le tournoi avançait. Puis là,
Ah, ouais, la montagne, on va le réinviter. Puis, fait que là, c'est un peu comme ça là, que ça... J'adore. Fait que je pense qu'il faut accepter de jouer un rôle mineur au départ, puis faire sa place, pas avoir peur, puis foncer. Toi, t'étais-tu un joueur que, mettons, il te faisait pas jouer, que tu chiolais? Non. Bon. Fait que je vais faire un point avec ça. C'est que, tu sais, je regarde au hockey. Puis, tu sais, on va voir des jeux, j'ai pas de temps de glace, j'ai pas de temps de glace. Puis, ou c'est les premières années junior. Puis là, il voudrait déjà être sa première ligne, tu sais. Puis, ce que tu racontes, je trouve ça intéressant parce que c'est d'être humble, d'avoir la patience, d'attendre notre opportunité, puis de prendre l'opportunité quand elle se présente, puis de faire notre place. Ouais. Je trouve que c'est une bonne attitude à avoir en tant que sportif. Là. Mais je trouve à travers ton expérience de Ultimate, tu l'expliques bien, là, tu sais, là. Ouais. Parce que des fois, c'est ça, c'est l'attitude, ça joue un rôle dans notre cheminement ou dans notre développement. Puis, je vais être réaliste, là, c'est pas plaisant là, d'être mis de côté. Ça m'est arrivé une fois, là, au championnat panaméricain. Encore là, c'était ma conjointe qui avait une équipe. Puis là, ben là, il fallait que je me prenne d'avance. Là. Je suis pas arrivé avec mes crampons sur le terrain, là. Mais comme plusieurs mois d'avance, j'ai dit, je vais prendre une chance. Je savais qu'il y avait une équipe de Montréal qui allait. Puis je vais leur écrire. Avez-vous besoin de quelqu'un, là, un backup au cas où? Puis là, ils m'ont dit oui. Mais je savais que j'allais très peu jouer avec eux. J'ai fait quelques points. Il y a une demi-finale que j'ai pas embarqué du tout. Puis ça, c'est correct. Mais ça fait quand même mal à l'orgueil. Oui, c'est sûr. Ben, mais, tu sais, je comprends que moi, j'ai pas pratiqué avec eux tout le temps. Eux, je sais pas depuis quand qui s'entraînent pour justement aller à ce championnat panaméricain-là. Fait que je peux pas chialer en arrivant et dire « Hey, fais-moi jouer. » Puis... Ben, il y a des gens qui peuvent avoir une attitude. Mais dans le fond de moi, là, c'était comme « J'aimerais ça être sur le terrain, j'aimerais ça. » Mais ben, c'est ça. Mais moi, j'admire ça, puis j'aime ça d'en parler parce que je trouve que les athlètes qui ont une attitude comme ça leur permet... Je pense à un autre podcast que j'ai fait avec Alain Lavoie. Il faisait du cross-country au niveau universitaire. Ben, il est arrivé à l'université puis il a dit « Hey, j'aimerais en connaître plus. Puis ça m'intéresse d'en savoir plus. » Puis il a posé des questions. Puis il a créé son opportunité. Tu sais, c'est un athlète, mais quand même, tu sais, cette d'oser. Puis je trouve qu'on rouvre des portes avec ça. Ouais. Fait que j'encourage les gens justement à avoir un peu cette attitude-là que tu présentes. Là, si on va en psychologie sportive un petit peu, tu sais, tantôt tu as dit, quand je suis arrivé au Portugal, j'ai pris un moment là, pour être présent, puis j'ai filé zen. Oui. Okay. De se retrouver, tu sais, comme à la bonne place mentalement, c'est pas toujours facile, tu sais. Ouais. Fait que j'aimerais que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce qui t'a permis, là, de dire, je me suis retrouvé à cette compétition importante-là, à la bonne place dans ma tête. Des fois, on dit dans le flow, là, d'être dans ce moment-là. Là. Qu'est-ce qui t'a permis d'être capable de t'amener là au bon moment? Parce que c'est ça le défi de beaucoup d'athlètes, d'être zen au bon moment. Tu sais? Ouais. Je pense que des fois, tu vas dans des tournois, puis tu veux soit te montrer, ou soit tu sais, puis tu te mets plus de pression parce que tu veux performer, ou tu veux peut-être, je dirais pas impressionner, mais tu veux que les autres te remarquent. Mais, alors que je trouve que ça n'a jamais été une bonne stratégie pour moi de faire ça. Parce que, ben, tu te mets de la pression pour rien. Puis, si tu te mets à toujours réfléchir, « Ah, je devrais faire ci, je devrais faire ça », ben, tu perds une opportunité de jeu, des fois, ou une occasion de marquer ou de faire une bonne défensive, parce que tu es toujours en train de te pousser ou tu es toujours en checkpoint tout le temps. Alors que là, je suis arrivé, j'avais... Ben, c'est sûr que le fait d'avoir un bagage de tournoi aide, mais je suis arrivé là, puis ça m'a fait comme, bon, je
je suis bien, je suis en forme. Comme j'avais mentionné, là, je m'entraînais pour obtenir ma ceinture noire en judo. Là. Fait que, tu sais, physiquement, j'étais là. La seule chose qui m'inquiétait, c'était la chaleur. Parce qu'au Portugal, il fait chaud. Et je sais pas, on venait juste d'apprendre qu'il y avait modifié l'horaire. Il allait y avoir des parties en avant-midi puis en soirée. Fait que là, sur l'heure du dîner, début d'après-midi, il n'allait pas avoir de partie parce que c'était trop chaud. Ça m'a fait comme, ah, OK, parce que j'ai eu de la misère avec la chaleur. Et là, je suis arrivé, puis je dis, là, j'ai plus rien à prouver. OK. J'ai plus rien à prouver, j'ai juste à m'amuser. OK. Excellent. Parce que c'est un peu cette attitude-là qui va permettre d'atteindre ce flow-là. Là, parce que c'est ça, on s'enlève la pression. Puis on le répète souvent, mais je suis content que tu peux l'apporter. Puis tu dis, ben pour moi, ça a fonctionné, là, tu sais, de dire, je m'amuse, puis tu sais, j'ai rien prouvé à personne. Non. Puis c'est là qu'on peut atteindre notre plein potentiel. Ouais. Puis j'ai l'impression que tu me dis un petit peu que cette compétition-là, tu as vraiment bien performé. Oui, vraiment. Puis dès le premier exercice qu'on a fait en équipe, le premier lancer, il était trop loin. Mais j'ai dit de la merde. Je cours, puis je vais le chercher. Puis je suis allé le chercher. Fait que juste en ayant cette attitude-là, ben, tu donnes la confiance à tes coéquipiers. Fait que là, tu gagnes la confiance tout de suite de tes coéquipiers. C'était pas le but, là, c'était pas pensé, c'était juste une question d'orgueil, je vais aller les chercher, mais ça a tout fait que ça a bien été tout le long du tournoi. Là. So, quand toi, mettons, tu te dépasses, ça contamine les autres joueurs qui vont se dépasser, les autres aussi, puis là, ça crée une chimie d'équipe puis une dynamique gagnante. Là. Super. Au niveau de la préparation, fait que tu m'as dit, j'arrivais en forme. Fait que cette préparation-là est importante pour ta confiance. Oui. Parce que tu dis, tu sais, c'est comme si tu dis, ce que je comprends, là, c'est comme si tu dis, j'ai pu me laisser aller parce que j'étais confiant que j'étais en forme. Oui. Puis je m'inquiétais juste de la température, mais pour le reste, comme j'étais confiant dans mes habiletés puis dans ma forme physique. Fait que la confiance, est-ce que tu dirais que ça fait une différence dans cette capacité-là d'être zen? Ben oui, je pense que oui, là. Mais, tu sais, j'ai jamais, à part dans les dernières années, là, où là, je me forçais à m'entraîner, là, parce que j'ai toujours été dans le plaisir, là. J'ai toujours fait plus de... Je faisais 1 à 2 fois de frisbee en ligue, des tournois, mais j'ai toujours fait d'autres sports aussi pour bouger les muscles autrement, là. Mais j'ai toujours détesté aller pousser du métal, là. Moi, là, l'haltérophilie, là, je suis pas capable. Mais je vais faire d'autres sports, je vais courir. Je serais capable de courir une journée de temps après un disque ou un ballon, mais fais-moi pas courir 5 minutes. Je suis pas capable. Mentalement, c'est difficile. Mais je vais courir pendant une journée de temps après un disque. Là. Puis là, ça va être des sprints, des jogging, des sprints tout le temps. Fait que c'est comme ça ma période d'entraînement que je fais, c'est en jouant, en faisant d'autres sports. Okay. Fait que tu te gardes en forme. Je me garde en forme. Mais c'est pas nécessairement à jouer tout le temps ce sport-là. Oui, mais c'est sûr que à un moment donné, quand tu fais des tournois, tu veux performer, ben là, j'étais dans mon salon, puis j'avais les Beachbody à TV, là, puis là, ben, OK, burpee, push-up, puis sit-up et compagnie, puis on court sur place, jumping jack. Tu sais, j'en ai fait, là, quand même, là, mais c'est pas plaisant. Parlons-en un petit peu. Avant de jouer du Ultimate Frisbee, étais-tu un sportif? Puis y avait-tu d'autres sports que tu faisais? Puis pendant que tu faisais du Ultimate Frisbee, là, tu parles du judo, tu as fait d'autres sports aussi. Veux-tu nous parler un petit peu là, de, disons, les à côté de ce sport-là, d'autres sports que tu as pratiqués?
En même temps que le frisbee ou un peu avant? Ou... Ben, j'aimerais savoir, avant que tu joues au frisbee, Sport organisé, là, comme on connaît maintenant, là, il n'y en avait pas. Quand j'étais jeune, là, moi, j'ai joué 2-3 ans au hockey, là, puis oui. Puis après ça, ben, j'ai été dans les cadets de l'armée. Fait que c'était plutôt du sport récréatif là, que je faisais parce que au Saguenay, d'où je viens, il y avait des jeux d'hiver. Puis là, ben, c'était du hockey cosum ou du volleyball ou du tir. C'était du sport comme ça récréatif là, qu'on faisait. Il y avait les jeux d'hiver, là, ben, des petites compétitions amicales. Fait que je dirais que jusqu'à 17-18 ans, pas trop du sport, mais c'est varié. C'est vraiment pour le plaisir, là, pour le fun. pas trop compétitif. Pas trop compétitif. Après ça, rendu au cégep, là, j'ai un de mes amis qui était sauveteur. J'avais mes cours de sauveteur. Je travaillais pas comme sauveteur, mais il savait que j'étais sauveteur. Puis lui, il décide d'organiser un club pour faire des compétitions de sauvetage. Fait que là, on était une vingtaine à se retrouver ensemble, puis là, on était en piscine, puis là, ben, c'est tough, là, parce que là, il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui est en train de se noyer, entre guillemets, là, puis là, il faut que tu le ramènes. Fait que là, c'était beaucoup d'exercices en force, en puissance dans l'eau. Puis, finalement, ça tombait à l'eau. On n'a jamais fait de compétition de sauvetage, mais dans nos entraînements, à un moment donné, on jouait au water polo. Mm-hmm. Puis là, ça, c'est tough, là. Là, on a joué au water polo. Là, j'ai joué pendant au moins 2 ans, si c'est pas 3, au water polo. Fin cégep puis début université. Compétitif? Non. Okay. Juste notre gang, on jouait, mais... Okay. C'est demandant. C'est demandant. Puis on jouait pas cochon, là, mais des fois, là, tu te fais caler, puis c'est tough. Puis... fait que faut que tu ailles courir, nager encore après le ballon. Puis, fait que là, ça demandait physiquement. J'ai joué un peu au soccer, ligue de soir. Je pense que j'aurais été bon, mais à cause des cadets, puis l'été, j'étais tout le temps parti, fait que j'ai jamais joué vraiment, à part à l'éducation physique. L'escalade, j'ai fait l'escalade à l'université. Quand j'ai transféré, j'ai kayak de rivière aussi. OK. Vraiment diversifié. Puis quand je suis arrivé à l'Université Laval, ben là, j'ai dit, j'essaye autre chose. Fait que là, j'ai essayé hockey sous-marin, judo, kendo, pour vraiment explorer toutes sortes d'affaires. Hockey sous-marin. Hockey sous-marin, ouais. Dans le fond de la piscine. Oui. C'est la première fois que j'entends ça. C'est dur, ces poumons. Parce que là, tu joues... Ben là, si t'es chanceux, là, t'es dans le 3 pieds tout le long, là, mais c'est jamais le cas, là, ça descend tout le temps, là. Fait que là, t'as un petit bâton, à peu près 8-10 pouces de long. Puis là, il faut que tu aies un gant parce que tu frottes dans le fond tout le temps. Là, ça râpe les ongles, les jointures. Là. Puis là, tu as une espèce de rondelle de plomb. Là, tu as un masque tuba. Fait que là, c'est du timing. Fait que tu montes à la surface, tu respires, puis là, tu descends dans le fond. Puis là, ben, avec tu palmes, puis tu essayes d'amener ça dans une petite zone de but là, qui est à peu près 1 mètre de long. Là. Puis là, tu essaies de scorer, mais c'est pas facile parce que là, tu n'as pas de souffle pour te rendre nécessairement à l'autre bout. Fait que, ouais, ça a été... C'est des équipes de comment, ça? Ah, je me souviens pas. C'est 4-5. Ouais. C'était trop. T'avais tout le temps quelqu'un sur toi, là. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Mais écoute, ça devait être super bon, tu sais, au niveau cardiovasculaire, là, ça devait être... Oui. Tu sais, parce que faut tout le temps que tu pousses, faut tout le temps que tu travailles, faut que tu gardes ton souffle, puis j'imagine que c'était quand même, en termes de développement, ça devait être bon, là. J'ai fait ça une session. Après ça, c'était correct, là, parce que c'était pas mon sport à moi, là. Plus à Caroline, ma conjointe, là, okay. Elle a joué, elle a vraiment aimé ça, là. Okay. Elle fait des compétitions, mais moi... Je serais curieux de l'essayer juste pour le trip, là, mais c'est quand même, c'est différent, là. Oui. Parle-moi du judo un petit peu. Fait que, tu sais, là, tu dis, tu as peut-être bien fait d'autres sports aussi, mais je trouve que je suis intrigué, là, de voir que... Est-ce que tu as été chercher ta ceinture noire de judo? Oui. Et quand j'ai commencé à Québec, on était un noyau qui débutait. On était 4-5, du même niveau, même âge, adulte. Puis là, ben, tu fais du judo. Puis il y avait toutes sortes d'étudiants de toutes sortes de disciplines. Puis là, ben, c'était vraiment agréable. Fait que là, après plusieurs années, là, j'ai finalement obtenu ma ceinture brune. Puis là, je déménageais ici. En arrivant ici, j'ai dit « Ah,
Il y a du judo, ça. Puis c'était populaire ici, là. C'est Ouais. toujours populaire. Je dis, je vais continuer au judo. Mais là, j'ai commencé le frisbee, puis là, ça demandait beaucoup de temps. Puis bon, fait que j'ai laissé passer ça, mais j'avais toujours dans la tête, je vais y aller faire du judo. Je vais aller la chercher ma ceinture noire. Puis là, ben, le temps passe. Puis là, à un moment donné, je me suis réveillé à, je sais pas, moi, 42, 43 ans. Là, je dis, OK, avant 50 ans. OK. Tu t'es Avant fixé un 50 objectif. Oui, là, je me suis fixé un objectif. Je dis, je veux ma ceinture noire avant 50 ans. Puis je l'ai eu à 49. Puis c'est ça. J'ai travaillé fort. Ouais. Hein? C'est quoi l'importance des objectifs dans le sport? Tu sais, on parle de ça, de dire là, j'ai décidé, je me suis fixé un objectif, puis là, à cause, ben pas à cause je me suis fixé un objectif, mais un peu, j'ai atteint mon objectif. C'est quoi l'importance de se fixer des objectifs selon toi? Ben, ça te fait avancer, c'est certain. Je pense que c'est le premier sport que je m'étais donné un tel objectif, là, que je voulais atteindre tel niveau. Parce qu'au frisbee, ça a été surtout des concours de circonstances qui m'ont amené à compétitionner. Puis les objectifs ne sont pas les mêmes, sont plus personnels, dans le sens que je vais essayer de minimiser les erreurs, que ce soit en offensive ou en défensive. Fait que c'est dans ce sens-là que je me donne des objectifs. Des petits objectifs Oui. de fonctionnement, genre, Oui, c'est ça. de performance. Fait que, mettons, OK, cette partie-là, là, si, mettons, j'ai un rôle plus défensif, ben je vais essayer que mon joueur soit n'arrive pas à se démarquer ou n'arrive pas à scorer un but. Fait que Tu te fixes comme un... c'est ça mon objectif pour ce point-là ou cette partie-là. Mais c'est ça. Ouais. Inconsciemment, je me donne toujours des petits objectifs, mais... C'est intéressant parce que en termes de psychologie sportive, là, on va parler de process goal. Fait que là, ce que tu me décris, c'est ça. C'est des petits objectifs de processus. Donc, et non des objectifs à plus long terme ou des objectifs de résultats, dans le fond. Mais je trouve ça intéressant parce que il y a un peu ce débat-là. Ben, c'est pas un débat parce que les deux existent. Mais moi, j'ai vu des gens qui se sont fixés des objectifs, puis ils n'ont pas lâché jusqu'à temps qu'ils aient atteint leurs objectifs. Fait que le fait de se fixer des objectifs, ça a été aidant. Puis j'ai d'autres gens qui ont suivi le cours de la vie, ne se sont jamais fixés d'objectifs. Ça a été des concours de circonstances, ça a été des opportunités qu'ils ont pris. Ouais. Puis ils ont atteint des niveaux incroyables, mais sans vraiment se fixer d'objectifs. Fait que je trouve ça intéressant, ça je te posais un peu la question, mais tu m'as dit les deux sont un peu bons. Des fois, ça m'a servi d'avoir des objectifs fixes, puis plein d'autres fois, ça m'a servi de prendre la vie comme elle vient. Oui. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a les deux, puis il y en a-tu un qui est meilleur que l'autre? Pas nécessairement. Je pense un va te servir dans certaines circonstances, puis d'autres dans d'autres circonstances. Fait que je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui a été, disons, le moment que tu dirais, dans toutes les compétitions, le plus marquant? Fait que ce moment-là que tu dis, ben, tu en as décrit un tantôt, là, mais est-ce que c'est celui-là ou est-ce qu'il y en a d'autres là, que tu dis, ça, c'est un moment spécial que j'oublierai jamais puis qui m'a le plus touché ou marqué? J'en ai deux. Il y en a un de haute performance, puis un de plus de type recrue. Le performance, c'est bien le tournoi au Portugal. Ouais. Là, on est contre l'équipe anglaise et mon coéquipier fait le lancer d'engagement. Il fait un super de lancer. Le joueur adverse est dans le fond de la zone de but, à ma gauche, complètement à ma gauche. Puis là, moi, je cours, je suis déjà rendu à mi-terrain pour aller rejoindre mon joueur. Et là, je vois, là, il scanne. Là. Il n'y a pas d'opportunité. Là. Il n'est pas capable de trouver quelqu'un qui est libre, proche, pour faire une passe. Mais il y en a un qui est complètement en diagonale à l'avant de la zone de but, mais à ma droite. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme réalisé que c'est lui qui allait faire la passe. Fait que là, je me suis mis à accélérer. Puis là, ben, je suis arrivé en même temps que le disque il allait arriver entre ses mains pour l'attraper.
Puis là, j'ai grabé le disque, puis j'y ai volé le disque, puis j'étais dans la zone de but. Fait que ça, c'est un Callahan. Ça, j'ai marqué le point sur son lancer. Puis là, j'étais tellement surpris, puis je l'ai attrapé. Mais là, j'ai pas levé pour dire j'ai gagné, rien. Puis là, je le regardais, puis lui, il était comme ébahi. Puis là, je dis, il va-tu appeler faute ou pas? Parce que sans m'en apercevoir, moi, j'ai pris le disque, mais peut-être que j'ai arraché des mains sans m'en rendre compte, puis il va appeler une faute. Puis là, il dit, non, beaucoup. Puis là, c'était comme, wow, je viens de faire un Callahan. Fait que ça a été vraiment... j'étais vraiment fier de moi, parce qu'habituellement, un Callahan, c'est comme, ça se passe durant le jeu, puis t'es proche. Mais là, d'avoir couru tout le terrain à grandeur pour aller chercher le point, ça, c'est quand même assez rare, là, à mon avis. Là. Puis là, j'étais vraiment content. L'autre dont je suis fier, c'est un tournoi qu'on organisait ici, il n'existe plus, c'est le tournoi franc-tireur, c'était au mois de février. C'est un tournoi pour initier les recrues. Puis, fait que là, on est sur l'équipe, on est un ou deux à savoir jouer vraiment, puis les autres, c'est vraiment des débutants, là. Mais, je suis fier de moi d'avoir bien coaché l'équipe, puis on s'est rendu en finale, on a gagné le tournoi, puis en plus de ça, on a remporté le meilleur esprit sportif. Fait que d'avoir gagné les deux, ça c'est... J'étais fier. Ouais. Puis tu parles de coaching. Oui. On n'a pas parlé encore de ça. Tu as coaché des équipes. Oui. Tu as travaillé beaucoup dans le développement de ce sport-là dans la région, mais parle-nous un petit peu de la différence d'être joueur, puis la différence d'être entraîneur, puis comment toi tu as vécu ça, ces deux côtés-là de la médaille? Ben, ça a évolué dans le temps, ça c'est certain. J'ai réalisé que mon style de coaching au départ peut-être faisait pas plaisir à tout le monde, puis j'obtenais pas nécessairement des bons résultats, alors que tu sais, il y en a des fois que tu vas dire là, let's go, vas-y, tu sais, plus abrupt là, puis on va aller la chercher. Il y a des gens qui vont bien répondre à ça. Puis il y en a d'autres qui vont s'écraser. Puis je me suis rendu compte que moi-même, quand on me criait après, j'aimais pas ça. Fait que là, c'est quand j'ai réalisé ça, je dis, ben, je vais arrêter de faire ça. Puis là, ben, plus... Une bonne phrase dit calmement va rejoindre tout le monde, alors que si tu cries, tu vas rejoindre 10%, 20% à mon avis. Okay. Fait que je pense que c'est ça. C'est un peu particulier parce que là, moi, j'étais coach et joueur dans la même équipe. Alors que là, si on parle des Jeux de l'Acadie, là, c'est juste un rôle d'entraîneur. Mais quand j'ai commencé à entraîner, ben, c'était plus pour mon équipe, mais je jouais aussi, là. Fait que là, c'est différent parce que là, tu es toujours concentré. Moi, je trouvais que dans certaines parties, le focus, jouer et caler les lignes pour dire quel joueur va embarquer dans telle situation, je trouvais que ma performance diminuait. À cause que là, j'étais plus concentré sur mon jeu, mais j'étais concentré plus sur l'ensemble de l'équipe. Ça fait rien, j'avais du plaisir, là. Mais maintenant, je me rends compte que je préfère juste jouer plutôt que coacher, être capitaine d'équipe, puis je vais le faire encore dans les tournois locaux, là, mais si c'est un tournoi de plus d'importance, je préfère être juste joueur, être focus Fait sur... que tu peux mieux performer à être juste coach ou mieux performer à être juste joueur, Oui. mais ça affecte nos performances dans les deux côtés si ça dilue nos performances. Oui, parce que tu n'es pas concentré sur ton jeu à toi ou sur le jeu de l'équipe. Parce que si tu coaches puis tu es en train de jouer, ben tu n'es pas en train de planifier la prochaine ligne. Si tu es en train de planifier la prochaine ligne, ben là, tu te déconcentres sur ton focus à toi. Fait que je trouvais que c'était plus difficile, là. Dernièrement, j'ai entendu, il y a des gens qui m'ont consulté, des jeunes athlètes de très bas niveau, où les coachs étaient très
dur, vocal, un peu du style que tu dis, là, tu sais, crier puis que ça répond pas à tout. Mhm. Tu sais, déjà en jeune âge, c'était même pas, selon moi, la meilleure approche. Mais tu sais, je pense que c'est important ce que tu dis, de dire, on peut coacher d'une façon à être plus calme, puis on n'a pas besoin de crier après les joueurs pour avoir des bons résultats. Non. Puis toi, tu l'as vécu comme d'expérience, Oui. là, mais on le voit encore aujourd'hui, puis je pense que c'est un message important là, à entendre que on peut avoir des bons résultats sans avoir cette approche-là ou cette attitude-là de coaching. Là. Ouais. On le voit encore aujourd'hui. Là. Ouais. Des fois, je pense que c'est l'intensité. On veut gagner, on veut avoir un bon jeu. Puis là, ben, tu sais, si tu veux pas, ça vient te chercher émotivement. Mais si tu cette émotion-là, il faut la transmettre à tes coéquipiers ou à tes joueurs. Mais faut pas qu'elle soit négative. Là. Fait que si je pense que. Mais tu sais, c'est ça. J'imagine d'être coach, c'est. Tu as parlé d'expérience, là, tu sais. On prend de l'expérience avec le temps, mais c'est un art et tout un peu, là, de pouvoir coacher. Là. C'est quoi les plus gros obstacles que toi, tu as rencontrés comme athlète? Des fois, tu sais, on a vu des athlètes que c'était des blessures à des moments cruciaux de leur carrière. Mais toi, qu'est-ce qui a été ton plus gros obstacle dans ton... Parce que ça fait combien d'années que... Ça fait 32 ans. 32 ans. Fait que, tu sais, dans ces années-là, quel a été ton plus gros obstacle à toi? Le fait d'être isolé. OK. Ouais. Si j'avais été, ben, par exemple, dans une grande ville avec un plus grand bassin de joueurs, probablement que j'aurais participé à davantage de tournois de haut niveau. Je l'ai fait quand même pas mal, là, mais j'aurais fait, à mon avis, plus de tournois de haut niveau. Peut-être pas, je sais pas, mais peut-être que j'aurais tout simplement pas été sélectionné non plus, là. Fait que c'est comme une médaille à deux tranchants, là. Mais le fait d'être isolé, ben peut-être pas. Peut-être que ça m'a fait en sorte que j'ai été obligé de foncer pour aller chercher des opportunités que j'avais pas. Mais c'est quelque chose que je trouve qui m'a nui dans mon développement. Puis si je le vois, là, c'est beau, là, on parle, là, puis c'est fantastique, là, mais il y a des moments bas, des fois, là, où t'as pas de joueur de calibre avec toi, puis où ils font des erreurs systématiques, puis comme, c'est pas le bon jeu, puis c'est pas grave, c'est correct, on continue. Fait que ça, à un moment donné, c'est démotivant. Être à Edmundston, à un moment donné, je coachais l'équipe universitaire. On a une équipe, on monte, 2 ans, on a une bonne équipe. Le monde s'en va à Moncton pour poursuivre leur étude ou s'en va ailleurs. Fait que c'est un éternel recommencement. Fait qu'après après 10 ans de ça, là, à un moment donné, tu viens comme tanné là, de recommencer à zéro tout le temps. Fait que ça, j'ai eu un down à un moment donné de coaching parce que là, c'était toujours recommencer la même affaire, alors que j'aurais aimé ça évoluer peut-être dans mon coaching, puis avoir des athlètes aussi qui montent avec moi. Alors que ça, j'ai pas eu ça. Mais puis à un moment donné, ben, je sais pas, soit le temps passe, puis tu dis, ben, fuck it, on avance, puis on continue, puis on recommence. Puis puis les autres qui sont alentour de toi qui t'aident aussi, ça c'est Tu as investi beaucoup dans le développement de ce sport-là, tu sais, de faire connaître le sport dans notre région. Tu sais. Pourquoi c'est important pour toi de apporter ta passion ou de redonner peut-être aussi à la communauté? Je pense que c'était égoïste de ma part, là, parce que s'il n'y a personne pour jouer, je peux pas jouer. OK. Fait que je pense que c'était pour avoir des joueurs, avoir des amis, entre guillemets, là, mais avec qui d'autre jouer, là, pour... Ben, on peut dire partager ta passion. Oui, partager, oui. Mais c'est ça, c'est avoir le plaisir de jouer. C'est certain que j'ai formé beaucoup de monde. J'ai donné des cliniques autant au Québec, à Sherbrooke, même au Jeu de la francophonie, c'est en 2002 que ça a eu lieu à Rivière-du-Loup. Ça, j'ai aucune idée encore, c'est une surprise, là. Quelqu'un m'appelle à la maison,
Il me demande si je veux donner une clinique d'Ultimate Frisbee aux Jeux de la francophonie. Il y a comme un volet leadership, là. C'était pas un sport, c'était pas une discipline sportive à ce moment-là. Mais ils voulaient qu'on donne une clinique au groupe de leadership, puis eux, par la suite, allaient organiser un genre de mini-tournoi à l'interne des Jeux de la francophonie. Puis on s'est déplacé à Rivière-du-Loup pour donner cette formation-là. On est revenu. Puis j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat, mais tu sais, c'est ça. J'ai été appelé par une personne, j'ai aucune idée comment elle a eu mon contact. Puis on a donné une formation pour ça. C'était incroyable. Puis d'autres formations où c'est plus organisé, là, comme l'Association des professeurs en éducation physique, où là, je donnais, lors d'une journée pédagogique, je donnais des formations. Ce qui fait que les jeunes à l'école secondaire peuvent pratiquer maintenant dans l'éducation physique, le sport. Puis, là, les Jeux d'Acadie s'en viennent à Edmundston. Oui. Veux-tu me raconter, si tu sais, là, comment l'Ultimate Frisbee s'est retrouvé aux Jeux d'Acadie? En 2011, on reçoit les Jeux de l'Acadie ici à Edmundston. Puis avec Yves Lévesque, qui travaillait à la ville à ce moment-là, on travaillait fort pour avoir un terrain de plage. Fait que là, on a notre terrain de plage. Puis, il y a quelqu'un d'Edmundston qui a dit que ça va être l'Ultimate Frisbee qui va être le sport de démonstration pour les Jeux de l'Acadie. C'est pas une discipline, là, mais c'est un sport de démonstration. Fait que, contrairement, je pouvais pas avoir les équipes de délégation. Donc, on a pris une journée pour donner les rudiments du sport. On a divisé chaque personne, que ce soit Chaleur, Sud-Est, Péninsule acadienne, Madawaska, Victoria, tout le monde était mélangé. Tu ne pouvais pas avoir une délégation contre une autre délégation. Mais on a fait ça, on a organisé un mini-tournoi, puis à la fin de chaque match, je posais la question, « T'as-tu aimé ça? » Oui. Dis-le à ton responsable. Okay. Dis à ton responsable que tu as aimé ça, que tu aimes ça. Fait que là, c'était pas juste moi qui disais au responsable, c'est le fun. C'était tous les jeunes qui, là, multipliaient, amplifiaient mon message. Puis, j'ai fait beaucoup de lobby aussi. Là, j'ai été chercher une subvention d'Ultimate Canada. J'ai acheté des vidéos, des CD pour expliquer c'était quoi le sport. Puis à chaque délégation, je remettais une trousse du sport. Puis là, ça a pris 4 ans. Il me semble que c'est en 2015, c'est la première fois là, que là... ça a porté fruit. Ça a porté fruit. Parce que je savais que le sport était les jeux étaient en réflexion. Ils laissaient tomber certaines disciplines, puis ils allaient en rajouter d'autres. Fait que là, j'avais travaillé fort pour que l'Ultimate Frisbee soit une discipline choisie. Il y avait plusieurs avantages. Mix, petit terrain, 5 contre 5, au lieu d'avoir de grands terrains comme les terrains de soccer. Pas d'arbitre. Esprit sportif. Donc, tout ça faisait en sorte là, que ça rejoignait la vision des jeux. Puis il y avait une montée de popularité aussi du sport oui. Dans ce moment-là. Là. Oui. Est-ce qu'on va voir ça aux Olympiques? Je ne sais pas. Je sais que la Fédération mondiale a travaillé très fort pour les Jeux qui, je crois, vont avoir lieu à Los Angeles. Là. Je ne me souviens pas quelle année, là, si c'est les prochains ou dans un autre 4 ans, 6 ans. Là. Je sais qu'ils ont travaillé fort pour que l'Ultimate Frisbee soit aux Olympiques. Ça n'a pas été accepté. On ne sait pas pourquoi. Ils ne donnent pas de réponse. Est-ce que c'est une question logistique? Parce que un sport d'équipe, ça demande plus d'infrastructures, plus de logements que des sports, des disciplines individuelles. Est-ce que c'est ça? Ou c'est une question politique, ou c'est d'autres raisons? J'en ai aucune idée. Mais l'été dernier, c'était les Jeux mondiaux, les World Games. Ça, c'est le juste en dessous là, des Jeux olympiques. Puis l'Ultimate Frisbee est une discipline aux World Games depuis plusieurs années. Puis cette année, c'était incroyable. Canada, États-Unis, les matchs incroyables. Colombie, c'est vraiment... Moi, j'adore voir jouer la Colombie, le style de jeu. Le style américain, c'est plus course intense physique pour l'attraper dans la zone de but. Alors que colombien, c'est plus... Passe. Des passes rapides,
Puis la défensive n'a pas le temps de s'installer parce que dès que tu reçois le disque, il est déjà parti. Fait que c'est un jeu plus de lanceur, puis de courte distance. C'est un style différent, mais moi, j'adore ce jeu-là. Vous autres, avez-vous joué contre la Colombie? Quand j'étais en Italie, j'ai joué contre la Colombie. Ça file comment de jouer contre ce style de jeu-là? T'es un peu désorienté. OK. Ouais. C'est vraiment surprenant, puis ouais, c'est spécial. Intéressant. Ouais. Je t'avais demandé avant de venir une citation. On fait toujours ça au podcast, là, puis de voir un petit peu de quoi qui représente un peu ta philosophie ou un peu qui t'inspire. Ou tu m'en as sorti 2. Une qui est en lien avec le Ultimate, puis une qui est plus générale dans la vie en général. Qu'est-ce qui est ta citation pour le Ultimate? Ben, la passion du Ultimate, ben, ça se lance et ça s'attrape. Puis, ben, c'est ça. Ça fait référence au disque qu'on lance puis qu'on attrape. Puis, c'est comme une maladie. Tu l'attrapes puis t'es pogné avec. Fait que c'est vraiment une passion importante. Puis, je pense que c'est de partager, c'est de jouer, c'est s'adapter aussi. Le mot adapter est important pour moi parce que comme j'ai joué dans différentes équipes, j'arrive toujours, souvent comme un outsider, il faut que je sois polyvalent, puis j'arrive à m'adapter au jeu dominant. Des fois, ça marche très bien, des fois moins, mais il faut s'adapter. Puis c'est ce qui fait que c'est le fun aussi, là. Si c'est toujours la même chose, ben, à un moment donné, tu te tannes, j'imagine. Mais comme c'est toujours... il y a de la nouveauté, des styles différents, des joueurs qui sont plus agressifs, d'autres qui sont plus conservateurs. Fait que c'est ça, l'adaptation est importante là-dedans. Ça fait, est-ce que tu dirais que toi, tu as donné le disque à beaucoup de gens, puis est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont attrapé? T'sais? Parce que je t'écoute, puis tu es super passionné, là. Puis j'imagine que, tu sais, comme tu disais au Jeu de l'Acadie, j'ai partagé ma passion aux jeunes, puis j'ai dit, dites-les que vous avez aimé ça, tu sais. Est-ce que tu pourrais dire que dans ces années-là, que tu as réussi à partager ta passion à d'autres gens? Ben, ça me fait penser à ma première équipe que j'ai eue à Québec. Vraiment première équipe, là, mix, là, puis ça, c'était les tondeuses volantes. On a fait les tournois en Italie, puis ce premier noyau-là de joueurs, là, moi, j'ai terminé mes études, j'ai été engagé à Edmundston, fait que je suis parti ici. Puis là, j'ai parti un club ici. J'avais un collègue, un coéquipier, que lui a terminé ses études, puis il est allé travailler à Sherbrooke. Il a parti le club à Sherbrooke aussi. Il y en a d'autres qui sont restés à Québec, qui ont parti 2 équipes aussi. Fait que, tu sais, ça fait des petits. Je suis arrivé ici, puis là, ben... Et tu as parlé de Louis Fortin tout à l'heure, avant qu'on commence l'entrevue. Lui, il a déménagé dans la péninsule acadienne. Puis là, ben, il a commencé un club aussi là-bas. Fait que, ouais, j'ai fait des petits, un petit peu partout. Ah, c'est le fun. Fait que, tu sais, cette philosophie-là, ben, elle s'applique dans le concret. Tu sais. Ton autre, Carpe Diem. Oui. Pourquoi Carpe Diem? Qu'est-ce que ça... Ben, ça signifie profiter de l'instant présent. Puis, ça correspond pas mal au niveau de ma philosophie de vie, là. Il y a une opportunité qui se présente. J'y vas-tu pas? Puis là, ben, il y a tout le temps le petit diable là, qui dit « Ah non, t'as telle chose à faire, rénove ta maison. » Puis l'autre qui dit « Hey, vas-y! » Puis ben, j'écoute cette petite voix-là. Okay. « Vas-y, j'y vais. » Puis le travail, ben, il va toujours en avoir. Puis des travaux, il va toujours en avoir. Mais l'opportunité de ce tournoi-là, il est là. Mm-hmm. Puis si j'y vais pas, est-ce qu'on va m'oublier puis on me rappellera pas pour aller d'un autre tournoi? Probablement. Fait que j'y vais. Puis là, ben, ça crée d'autres occasions. Fait que saisir le moment. Saisir le moment, oui. C'est bien. Si on revenait au petit gars de 17 ans, 16-17 ans, puis on lui aurait dit « Hey, sais-tu quoi plus tard, là? Tu vas avoir fait une dizaine de tournois internationaux, puis tu vas avoir représenté le Canada
qu'est-ce qu'il aurait dit, ce petit gars-là? Il aurait-tu dit, ben oui, ou qu'il aurait dit, qu'est-ce que tu racontes? Et peut-être qu'il aurait dit wow, trippant. Parce qu'à 17 ans, l'été de mes 17 ans, j'étais à Banff. Puis l'année d'avant, je pense que j'étais dans les cadets. L'année d'avant, j'ai un camp. C'est pas le camp que j'ai choisi. Je voulais aller faire un camp de survie, mais c'est un autre qui l'a eu. Moi, j'ai eu le camp de moniteur de tir parce que j'étais bon en tir. C'était pas mon premier choix, mais je suis allé. Puis, il y a un soir, à un moment donné, il y avait un officier qui parlait avec tout le monde, puis il dit « Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? » Puis moi, j'avais dit « Je vais aller à Banff. » C'est un camp de leadership. Mais, tu sais, j'ai vu sa réaction, c'était comme « Ouais. » Puis ça, là, ça vient me piquer, là, ça vient me chercher. Comme quoi que tu ne seras pas capable, oui, ou ça va pas marcher. Puis là, finalement, j'ai appliqué pour ce camp-là, puis j'ai été sélectionné. J'ai aucune idée c'est quoi la procédure, si mon officier au corps de cadet a poussé, je sais pas. Mais j'ai été accepté, puis j'étais à Banff, puis là, ça m'a fait comme « Wow, je suis là. » Puis c'était trippant, là, cet été-là. Là. Tu sais, j'ai fait on a un questionnaire pour savoir si on sait faire des manœuvres en canot. Moi, je réponds. Parce que je réponds bien, je vais aller faire du kayak. Fait que j'ai fait du kayak. On a fait du glacier, on a fait de l'escalade, des randonnées pédestres dans des rocheuses. Vraiment, là, c'était flyé au bout, là. Fait que, puis des courses d'orientation. Fait que ça m'a fait comme réaliser que non, je peux faire toutes sortes d'affaires. Fait que là, si tu me dis, à 17 ans, je dis, ouais, je sais pas en quoi, mais peut-être. Fait que déjà, à cet âge-là, on peut-tu dire que tu avais un peu cette ouverture-là de dire, ben pas tout est possible, mais un peu. Oui. Parce que... je pense pas que consciemment ou inconsciemment, je me mettais des limites. Je trouve ça intéressant, tu sais, parce que ça fait partie du mindset. De ta façon de voir les choses. Puis, cette semaine, j'ai donné un atelier sur les pensées limitantes. Mm-hmm. Puis, c'est comme si on dirait que tu n'en avais pas trop. C'est comme si tu étais ouvert à toutes les opportunités, puis que tu n'avais pas trop de te limiter toi-même. C'était juste, s'il y a une porte qui rouvre, je vais la prendre. Ouais. On peut-tu dire ça? Oui, s'il y a une porte qui s'ouvre, on va la prendre. Puis si on me dit que je suis pas capable, ben là, je vais tout faire pour défoncer la porte. Ben, écoute, moi, c'est inspirant, tu sais, parce que ça fait partie de cette attitude-là que le petit gars de 17 ans a fait, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais. Parce que c'est un peu ça, là, tu sais, là, d'oser, puis d'affoncer, puis d'avancer, puis de pas s'arrêter à ce que quelqu'un d'autre dit, ou de... Mm-hmm. Fait que je trouve ça... Je trouve que cette attitude-là, c'est vraiment une attitude positive. C'est super intéressant. Toi, as-tu eu un modèle? As-tu eu comme un mentor ou un modèle ou quelqu'un qui était inspirant pour toi dans ton cheminement? Je n'ai pas qui viennent à l'esprit. Des fois, c'est pas une personne. Des fois, c'est plusieurs personnes importantes qui ont eu une influence, là. Mais des fois, on en a un, là, tu sais, tu dis, oui, c'est clair, c'est lui, là. J'aimais bien regarder les Olympiques, puis peu importe la discipline, tu sais, quand quelqu'un performait, je trouvais ça inspirant. Mais que ce soit une personne en particulier, non, mais j'admirais la performance des gens là, qui allaient au bout de leur désir. Là. OK, good. Peut-être conclure un petit peu là-dessus, mais si on parle d'aspect mental de la performance, est-ce que toi, il y a des stratégies ou des techniques ou des choses que tu as faites dans, mettons, ta carrière, que tu dis, ça, c'est une chose que ça m'a beaucoup aidé ou c'est quelque chose que j'ai mis en pratique. Fait
je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier que toi, en termes de, tu sais, pas d'entraînement physique, pas d'entraînement technique, mais qui touche un peu plus le mental, qui a été utile ou qui t'a servi dans ton cheminement? Revenir sur des événements, mettons des situations de jeu qui ont moins bien fonctionné, puis là, c'est comme, pourquoi? Me poser la question, puis essayer de trouver une solution, réfléchir, puis dire, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était moi qui étais stressé? Fait que quand tu es stressé, sans t'en rendre compte, ton poignet est plus rigide, puis tu n'auras pas un bon lancer. Est-ce que c'est l'adversaire, de la manière dont il était positionné, je n'étais pas capable de me démarquer? Des réflexions comme ça. Fait que prendre le temps d'analyser, de comprendre. Analyser, oui. Analyser, c'est le bon mot. De s'auto-évaluer. Oui. D'une façon constructive. C'est ça qui t'a permis de te développer, puis de t'améliorer, puis d'atteindre certains niveaux. Oui. Super. OK. Ben, hey, super intéressant. J'espère que les gens vont avoir apprécié là, un peu de connaître un peu plus le sport, de connaître aussi qu'est-ce que ça peut apporter. Parce que je pense que ça t'a apporté quand même beaucoup de beaux moments, puis des belles connaissances, puis tu sais. Fait que le sport, souvent, c'est un médium qui nous fait grandir. Fait que j'espère que les gens... Y a-t-il des endroits qu'on peut essayer? Le Ultimate, si... on a une ligue d'adultes, là. Présentement, c'est le dimanche et le mercredi de 7h à 9h au pavillon sportif. Okay. Donc, il y a toujours une possibilité, soit de se présenter directement, puis ou sinon nous contacter là, via le site d'Ultimate Frisbee Edmundston, sur la page Facebook, là, puis juste par me contacter, puis on va vous donner des détails s'il y a lieu. Puis c'est certain que peu importe l'âge, vous êtes les bienvenus. Plus vous êtes vieux, venez jouer. Parce que, veux pas, là, je joue avec des jeunes qui sont 35 ans, 40 ans, plus jeunes que moi. Là, fait que ça court vite, ça, ces petites affaires-là. Non, peu importe l'âge, contrairement à ce qu'on peut penser, ça prend différentes habiletés athlétiques. Il y en a qui vont être très rapides, puis il y en a d'autres qui sont juste plus mobiles, puis ils vont très bien performer, tout dépendant là, de leur style de jeu. Puis... Ben, c'était super intéressant. Juste avant qu'on commence, tu disais que là, au niveau international, on parle de créer des des niveaux différents de compétition, d'autres tranches d'âge. Fait que ça évolue, puis c'est comme s'il n'y avait pas de fin ou pas d'âge. Fait que parle-nous-en juste un petit peu en terminant là, sur qu'est-ce qui s'en vient. Au niveau, là, on a Master. Puis c'est pour ça que je t'ai présenté comme un Master. Là. Puis qu'est-ce qui est peut-être d'autres options que, même qu'on dépasse cette tranche-là de Master, qu'est-ce qui pourrait peut-être apparaître là, après? Bien, il y a différentes catégories, là, comme catégorie ouverte, ça c'est 18 ans et plus. Ta catégorie maître, qui est autour de 35 ans pour les hommes. Pour grand maître, ça c'est 45 ans. Puis autour de 50 ans, 48 ans, là, ça dépend si c'est américain ou international, là, 48 ou 50. Ça, c'est très grand maître, c'est la traduction libre, là, Great Grandmaster. Puis là, ben, depuis 2 ans, ça se parle. L'année passée, il y a eu une première compétition en Floride là, d'une catégorie d'âge là, de 60 ans et plus, catégorie légende. Ça me fait bien rire, là, catégorie-là. Puis on parle aussi d'ajouter une catégorie bientôt là, de 65 ans et plus, puis de la nommer les Immortels. Alors, j'espère me rendre à cette catégorie d'âge-là. Je serais bien curieux de voir, ça devrait être intéressant de voir ça, là, live, là, des gens de 65 ans et plus qui ont peut-être grandi avec le sport, puis qui continuent de pratiquer ce sport-là. Et ce qui est plaisant quand tu joues dans ta catégorie d'âge-là, comme là, je joue dans les 50 ans et plus, là, mais tu cours avec quelqu'un de ton âge, tu as l'impression d'avoir 18 ans puis de dire « Hey, je suis vite! Je suis vite! » Alors que quand tu joues avec quelqu'un de 18 ans, maudit que t'es plus vite! C'est bon. Fait que là, c'est plaisant de jouer avec c'est du monde de ta vitesse, là, fait que... Ouais. Ben, on espère de voir ça.
Puis, tu sais, comme... Tu peux jouer jusqu'à temps que ton corps te le permette plus. Oui, c'est ça. Puis on le voit dans le triathlon, hein, tu sais, comme il y a des gens de niveau beaucoup plus âgés qui complètent des Ironman, là, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, il y a une ouverture aujourd'hui à ce que les athlètes peuvent continuer aussi longtemps que leur corps et leur tête leur permet. Mais je trouve ça intéressant qu'on considère ça aussi dans l'Ultimate, là. Oui, oui. Puis, tu sais, je pensais à... Je vais peut-être courir avec ma poussette, là, mais peut-être une chaise roulante, parce qu'il y a du paralympique aussi. OK. J'étais pas au courant. Pas aux Jeux olympiques, là, mais il y a du parasport, là. Fait que l'Ultimate se fait aussi en chaise roulante, OK. là. J'étais pas au courant. Fait que ça peut être assez spécial, là. Ben oui. Écoute, à toutes les invités, je leur fais signer notre petit affiche. Donc, je te donne l'affiche pour mettre tes pattes de mouche. Excellent. Ben, merci encore de l'invitation. Super. Puis, pour te remercier là, d'avoir pris ton temps puis d'avoir venu au podcast, on donne tout le temps un petit chandail là, en guise de remerciement avec le logo Next Level. Fait que c'est un petit chandail que tu pourras mettre pour pratiquer ton sport. Excellent. Fait que je te remercie beaucoup, c'est vraiment agréable. Puis j'espère que les auditeurs vont avoir apprécié d'en apprendre davantage sur le sport, puis aussi sur ton expérience, quand même, la belle sagesse dans ce que tu as présenté aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation encore. Super.